Nous allons parler aujourd'hui d'une affaire qui ne remonte pas à la plus haute antiquité, mais sans doute au Moyen Âge, voilà 800 ans, quand des escoliers se transportaient à Bologne, à Oxford ou à Paris, en fonction des enseignements et de la réputation des maîtres. Les mobilités étudiantes étaient nées. Alors cela concernait le nec plus ultra, la crème de la crème. Aujourd'hui, en notre belle aujourd'hui, ère de massification, les choses ont bien changé. Il y a par exemple en France plus de 300 000 étudiants étrangers. Ils étaient moins de 2000 à la fin du XIXe siècle. Et on peut espérer que bientôt il y aura 100 000 étudiants qui iront étudier à l'étranger, 100 000 étudiants issus de France, qui n'est pas seulement, comme on le sait, un hexagone. Alors, je me demande simplement, qu'est-ce qui a véritablement changé? Parce que si on veut être un peu cynique, vu du Nord, ça peut être le grand tour, vous savez, celui qu'effectuaient les aristos britanniques par d'autres moyens, et vu du Sud, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un slogan des années 1970 de l'extrême gauche, soldat sous l'uniforme, tu restes un travailleur, mais vu du Sud, c'est étudiant sous la toge, tu restes un migrant. Alors, notre sujet, comme vous le voyez, oscille entre la formation des élites et les flux migratoires dans un monde qui compte désormais 150 millions d'étudiants. Et pour traiter de ce sujet, nos trois invités, je vous les présente. Deux viennent du CEPED, Centre Population et Développement de l'Université Paris-Descartes. Il y a un sociologue, Étienne Gérard. Il y a une démographe, Lama Kabanji. Et en face, si j'ose dire, nous avons l'historien de service, puisque cette émission, en partenariat avec le Centre d'histoire sociale du XXe siècle, le CHS Paris 1 CNRS, est une émission qui s'intéresse d'abord à l'histoire et peut-être aux échos contemporains de l'histoire. Eh bien, l'historien, c'est Guillaume Tronchet, qui a soutenu une thèse sur la politique universitaire internationale de la France au tournant de l'autre siècle, et qui, aujourd'hui, anime un programme qui, voilà un siècle, se serait appelé Juventus Mundi, voilà un demi-siècle, se serait appelé Jeunesse universelle, et qui donc, en nos temps franglaisants, s'appelle Global Youth. La première question que je vais vous poser à tous les trois, mais d'abord à vous, Guillaume Tronchet, à propos des mobilités étudiantes aujourd'hui, mais en fonction de l'histoire, peut-on parler de démocratisation et peut-on parler d'un rééquilibrage nord-sud ? Alors il y a très clairement eu une évolution, si on prend à l'échelle du siècle, à l'échelle mondiale, très clairement une évolution de cet ordre-là, ne serait-ce que déjà en termes d'effectifs, puisque dans l'entre-deux-guerres, on avait à peu près 80 000 étudiants en mobilité dans le monde. Aujourd'hui, c'est près de 4,5 millions d'étudiants en mobilité dans le monde, et les projections de l'UNESCO, c'est 9,5 millions à l'horizon de 2025 d'étudiants en mobilité. Et donc il est bien évident que la part prise par ce qu'on appelle les pays du Sud dans ces mobilités est de plus en plus importante. Et ça se traduit aussi, on le voit si on prend des cas comme le cas français par exemple, où les visages de cette immigration étudiante ont beaucoup évolué. Au début du XXe siècle, c'était essentiellement des étudiants d'Europe, venus de l'Empire russe, venus de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie. Et on est passé, à partir des années 50-60, à une majorité d'étudiants qui viennent des pays dits du Sud, en particulier dans le cas français du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, ce qui fait qu'aujourd'hui, 45% des étudiants étrangers en France sont des étudiants qui viennent du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, etc. Donc on observe ce type sur le temps long du XXe siècle, on observe ce type de dynamique. Lama Kabanji ? Alors moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est qu'on assiste également à une plus grande sélectivité des mobilités étudiantes. Par exemple, si on prend le cas de la France, on se rend compte que sur les 10 dernières années, on est en train de passer d'une mobilité étudiante qui était des étudiants d'abord originaires d'Afrique, qui constituent toujours à peu près 50% des étudiants étrangers en France, vers une plus grande mobilité d'étudiants en provenance de pays émergents ou de pays dits développés.
Et ce qui se passe par ailleurs, c'est que, en fait, il y a également plus de mobilité sud-sud, pas uniquement sud-nord, bien sûr, et qu'il y a eu effectivement un grand investissement dans l'enseignement supérieur dans les pays d'origine, mais qui soulève d'autres types d'enjeux liés à la qualité et au type d'offres de formation qui sont également de plus en plus sélectives parce que ce sont des formations de plus en plus payantes. Nous y reviendrons. Étienne Gérard, un mot là-dessus et une question complémentaire, si vous pouviez nous dresser une sorte de géopolitique des mobilités étudiantes. On a des pôles d'attraction des étudiants étrangers qui restent à peu près les mêmes sur le long terme, les États-Unis, le Royaume-Uni, et puis des pôles émergents comme l'Australie, donc on est sur le bloc anglophone, avec des pays qui eux aussi ont une profondeur historique en termes d'attraction, comme la France, qui est le 4e pays aujourd'hui, mais on a surtout des pays de plus en plus émergents, comme Singapour, qui développe des hubs pour accueillir les étudiants étrangers, mais comme le disait Lama Kavandji tout de suite, on a des mobilités sud-sud de plus en plus importantes, et avec l'émergence de pôles comme l'Afrique du Sud, vers laquelle se tournent des étudiants africains, et le flux ne va plus dans le sens sud-nord, mais vraiment sud-sud. Après, pour répondre à votre question de la démocratisation, il est vrai que les flux, comme ça a été dit, augmentent. Pour autant, la morphologie sociale de la population étudiante, elle, ne va pas dans le sens d'une démocratisation, dans le sens où, si on prend les hubs aujourd'hui dont j'ai parlé, mais aussi les pays anglophones, les études sont payantes, extrêmement chères, et on ne peut pas parler de démocratisation dès lors qu'il y a une sélectivité sociale d'accès aux études supérieures à l'étranger. Mais est-ce que ça veut dire que, en gros, est concernée une classe moyenne qui a été en expansion tout au long du XXe siècle? Ça ne concernerait que cela? Ça ne concerne pas que cela. Si on prend la France, par exemple, il y a eu une enquête en 2014 qui montre qu'il y a 60% des étudiants étrangers dont un parent au moins a fait des études supérieures. C'est-à-dire qui est membre de la classe moyenne supérieure, voire supérieure, a fortiori pour les populations dites du Sud. C'est une population relativement aisée. Ça ne signifie pas que il ne faut pas tomber dans le schématisme qui consisterait à dire, comme certains le disent, que ne voyagent comme étudiants que des fils à papa ou des fils de riches. C'est pas vrai. D'autant qu'on peut faire une distinction entre classe sociale et classe culturelle, si je veux dire. Absolument, tout à fait. Encore que, et en tout cas pour les populations du Sud, on voit qu'il y a conjonction du capital scolaire, du capital culturel et du capital économique dans la majorité des cas. Pour autant, c'est vrai, quand on regarde assez finement le profil social des populations dites du Sud qui vont vers le Nord, il y a une fraction qu'on n'a pas mesurée encore, mais qui est vraiment intéressant de regarder, une fraction de population qui justement n'est pas héritière et qui n'est pas ni héritière du capital culturel, ni capital scolaire, et qui, on a été plusieurs à les appeler comme ça, peuvent être considérés comme des étudiants d'avant-garde, dans le sens où ce sont les premiers de la fratrie à tenter l'aventure pour aller étudier à l'étranger. Et on est obligé de considérer aussi que la population étudiante, c'est aussi celle-là, c'est-à-dire des populations qui ne sont pas héritières et qui sont en partie privées de capitaux au départ. Si on revient à votre question de la démocratisation, on est obligé de considérer que toutes les barrières d'accès qui sont aujourd'hui posées vont d'autant plus considérer ces fractions-là qui sont désavantagées dès le départ. Guillaume Tronchet, je vais vous imposer un plan en 2 parties, comme à Sciences Po, alors que vous êtes habitué aux 3 parties de l'université. Mais motivation et frein des mobilités estudiantines, quels sont-ils? Alors, si on regarde là aussi encore sur l'échelle du temps long, on a grosso modo à peu près des motivations assez similaires. Souvent, il y a deux grands types de motivation. Historiquement, c'est des étudiants qui appartiennent à des États où l'enseignement supérieur n'est pas nécessairement encore développé, qui donc vont rechercher une offre de formation qu'ils ne peuvent pas avoir à domicile. C'est le cas beaucoup de pays d'Europe de
de l'Est ou de pays du Sud jusqu'aux années 60, par exemple. Une deuxième type de motivation, c'est au contraire des étudiants qui sont discriminés dans leur pays d'origine. Et on a beaucoup de cas, tout au long du début du XXe siècle, d'étudiants juifs notamment, qui quittent l'Empire russe, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à l'enseignement supérieur. Donc ça peut être aussi une motivation pour la mobilité. Je pense notamment aussi au cas des femmes, parce qu'on évoquait tout à l'heure le profil social. On a une féminisation aussi beaucoup des effectifs et de l'enseignement supérieur, mais du coup aussi des mobilités étudiantes dans le monde. Dans le cas français, c'était 2% des femmes, des étudiants qui étaient des femmes au début du XXe siècle. Aujourd'hui, vous avez près de 53%, plus de 50% des étudiants étrangers en France sont des étudiantes étrangères. Donc il y a cette question de l'accès à l'enseignement supérieur. Et puis après, il y a toute une série d'autres, comment dire, de vous évoquer les freins. Il y a toute une série de paramètres qu'il faut avoir en ligne de compte. On sait aujourd'hui, d'après les études qui ont été menées, que la question effectivement du choix du pays, du choix de la ville d'enseignement est extrêmement important, de l'offre culturelle, mais bien évidemment aussi la question financière est quelque chose qui fait partie des critères de sélection de la formation supérieure à l'étranger. Et donc les droits d'inscription sont bien évidemment regardés par les étudiants étrangers, et les études de l'OCDE ces dernières années ont montré que beaucoup d'étudiants se détournaient parfois de certains espaces. Même aux États-Unis, par exemple, on observe ça, une baisse de la mobilité vers les États-Unis en raison de la crise et de cette capacité d'avoir accès à une formation sur des critères financiers. Précision, vous parliez de l'Empire russe qui comptait donc avant 1918 la Pologne, et en particulier Varsovie. Cette impossibilité pour les étudiants juifs était liée à, il faut peut-être le préciser, au numerus clausus. Tout à fait, ouais. Il y avait cette question de numerus clausus, ce qui poussait du coup ces étudiants. Et vous pourriez rappeler ce que c'était le numerus clausus ? C'était une fermeture de l'université qui reposait sur des critères qui étaient notamment des critères à caractère ethnique en quelque sorte, et qui empêchaient d'accéder à l'enseignement supérieur pour ces étudiants étrangers. On a ce numerus clausus aussi dans les années 30 qui s'opère dans beaucoup de pays, notamment en Allemagne, qui va pousser aussi beaucoup de juifs à quitter l'Allemagne dans les années 30 parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux études supérieures. Je pense par exemple au cas de quelqu'un comme Stéphane Hessel, par exemple, qui est un juif apatride d'origine allemande, qui va venir faire ses études en France parce qu'il ne peut pas accéder à l'enseignement supérieur en Allemagne, et qui va d'ailleurs passer 2 fois, d'ailleurs c'est le seul cas qui existe, 2 fois le concours d'entrée à l'école normale supérieure, une fois en tant qu'étranger, et puis juste avant la rentrée scolaire, il a son concours, et juste avant la rentrée scolaire, il est naturalisé français, ce qui fait qu'il ne peut pas intégrer l'école normale supérieure en tant qu'étranger, puisque c'est tel quel qu'il a reçu le concours et qu'il est français. On va l'obliger à repasser une 2e fois le concours, cette fois-ci en tant que français, ce qu'il va réussir après en 1939. Aujourd'hui, au XXIe siècle, existe-t-il une nouvelle forme de numerus clausus dans le monde ? Alors il y a effectivement des endroits dans le monde où l'accès à l'enseignement supérieur est extrêmement bloquant pour les femmes en partie. Alors il y a des situations de fait, c'est-à-dire des situations où l'accès à l'enseignement supérieur est empêché par des situations sociales, par des discriminations de genre qui empêchent l'accès à l'enseignement supérieur. Je connais pas assez, peut-être que nos collègues le savent plus, mais je connais pas assez l'enseignement supérieur pour le coup là actuel dans le monde pour savoir s'il y a des critères de ce type qui existent dans certains pays du monde. Lama Kabanji, est-ce que c'est une mobilité, appelons ça aussi migration, choisie ou subie, tant est tortueux et de plus en plus long le chemin qui va de la formation à l'emploi ? Je dirais que c'est les deux et que ça dépend des étudiants, des caractéristiques des étudiants en question. C'est-à-dire que pour certains étudiants, ça peut être effectivement un choix d'aller faire des études à l'étranger. C'est notamment le cas, par exemple, des étudiants européens qui participent au programme de mobilité Erasmus. Dans ce cas-là, c'est clairement un choix. Par contre, dans d'autres contextes, comme celui de certains pays africains ou du Liban sur lequel je travaille, les études à l'étranger sont plutôt subies dans le sens où les étudiants ne trouvent pas sur place le type de formation à laquelle ils voudraient accéder, ou savent que pour obtenir un emploi par la suite dans leur pays d'origine, un diplôme obtenu à l'étranger, et dans certains pays en particulier, sera plus valorisé sur le marché du travail par rapport à un diplôme obtenu dans leur pays d'origine. Donc en ce sens-là, on peut parler d'une forme d'immigration subie. Et les étudiants que vous avez interrogés au Liban, est-ce que vous avez pu en interroger qui sont littéralement partis à reculons ? Alors, dans le cadre de l'enquête que j'ai menée au Liban, c'était une enquête auprès d'enseignants-chercheurs en sciences sociales.
qui travaillent actuellement dans les universités libanaises. La plupart d'entre eux étaient formés à l'étranger. Mais ce qui a changé dans les dernières années, à partir des années 90 en fait au Liban, c'est que l'université libanaise, qui est la seule université publique, a commencé à décerner beaucoup de diplômes de doctorat. Donc de plus en plus d'enseignants-chercheurs étaient formés au Liban. Et on a fait une comparaison entre les caractéristiques et les motivations de ceux qui ont étudié au Liban par rapport à ceux qui ont étudié à l'étranger. Et on voit clairement que les raisons qui les conduisent à privilégier l'étranger ou le Liban dépendent beaucoup de ce qu'ils veulent faire après. Et également de leurs caractéristiques individuelles. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas la possibilité de migrer, vont privilégier de s'inscrire à l'enseignement public, qui est quasi gratuit au Liban, tout en sachant qu'ils auront aujourd'hui plus de chances d'être recrutés par l'université libanaise publique par rapport que s'ils avaient fait leurs études à l'étranger. Par contre, pour les enseignants-chercheurs qui travaillent dans les universités privées françaises ou francophones ou anglophones, c'est le diplôme étranger qui est valorisé. Donc, ces deux populations qui sont très différentes, à la fois en termes de formation, mais aussi en termes de type de recherche qu'ils effectuent par la suite. Et donc, le lieu du diplôme et le type de formation qu'ils ont eu va déterminer en grande partie leur carrière académique dans leur pays d'origine. Étienne Gérard, vous voulez préciser cela parce que on a l'impression parfois le sens commun se dit oh, c'est une façon d'astiquer sa surface sociale que de partir à l'étranger, mais il y a une multitude, c'est kaléidoscopique, une multitude de stratégies. J'imagine qu'il y en a qui partent pour mieux revenir et se territorialiser, d'autres qui partent pour s'échapper à jamais. Enfin. Oui, c'est tout à fait ça. Vous avez tout à fait raison d'abord de parler de kaléidoscope parce qu'on est effectivement, quand on regarde les pays ou africains ou latino-américains ou moyen-orientaux comme le Liban, on est dans des situations extrêmement différentes et qui doivent être considérées au regard de la construction historique du système d'enseignement supérieur de chacun de ces pays et de l'offre donc dont disposent les étudiants quand ils veulent accéder à l'enseignement supérieur. Et pour rebondir sur ce que disait Lama, il y a une mobilité étudiante, on convient plus, nous, de parler de mobilité que de migration, dans la mesure où il n'y a pas d'enracinement nécessairement à l'issue des études dans le pays de destination, mais souvent justement un retour, donc il s'agit plus d'une mobilité. Il y a des mobilités qui sont largement dues à l'absence d'enseignement supérieur dans le pays d'origine. Et c'est en cela qu'il y a, dans une certaine mesure, une mobilité subie par les étudiants, parce que s'ils veulent accéder à l'enseignement supérieur, ils n'ont pas d'autre choix que d'être mobiles. Pour autant, et là vous avez tout à fait raison, quand un étudiant va décider de se rendre à l'étranger, les situations sont extrêmement diverses et complexes, et il y a des retours et des non-retours. Il n'y a pas nécessairement de stratégie planifiée à l'avance. Il y a et là encore, je rebondis sur ce que vient de dire Lama quand elle dit qu'il s'agit d'avoir en fait un diplôme et donc qui va représenter un capital avec une certaine valeur sur un marché du travail qui est celui du pays d'origine ou d'autres marchés du travail. Il y a des stratégies de capitalisation de la part des étudiants selon leurs capitaux de départ. Je suis riche et donc je vais chercher à avoir un capital, un diplôme supplémentaire qui va me permettre de prendre position dans ma société, dans tel secteur et tel secteur. On le voit pour les Mexicains qui vont se former aux États-Unis, par exemple, et qui rentrent chez eux, d'autant plus que, justement, il y a des secteurs ou des niches, comme vous le disiez tout à l'heure, y compris dans le domaine politique, auxquels ils accèdent grâce à ce diplôme-là. Et pour autant, et c'est là que c'est extrêmement intéressant, pour autant, effectivement, il y a des fractions de classes aisées qui choisissent de rentrer chez eux plutôt que de rester à l'étranger, parce que c'est chez eux qu'ils disposent de réseaux et de surface sociale leur permettant d'avoir une position ou dans l'espace politique ou dans l'espace économique. Préférer être le premier ici que le second à Rome. Exactement. Comme disait César. Exactement. Et on a fait une étude auprès d'étudiants mexicains avec un collectif de chercheurs dans 6 pays dans lesquels ils se rendent justement pour étudier, et on voit qu'une partie de ces étudiants, qui ne sont pas les plus aisés, justement, vont plutôt chercher à rester à l'étranger, parce que c'est là qu'ils vont réussir
s'en sortir le mieux. Alors les sociologues et les démographes n'allons pas insister là-dessus, mais c'est du non-non pour eux, parce que parfois il y a de l'imprévu, qui peut être par ailleurs une stratégie, car il y a des stratégies matrimoniales, à savoir, aussi, on rencontre l'amour, et on se marie, et on reste, ou on va ailleurs, etc., etc. On imagine tout cela. Lama Kabanji a parlé d'Erasmus. Et je pense qu'il faut d'abord rappeler que Erasmus, c'est un acronyme, ça a été créé en 1987, c'est European Community Action Schema for the Mobility of University Students. Donc Erasmus, c'est aussi de l'anglais. Ça ne concerne environ que 1% des étudiants européens pour un budget, alors là, parlons un peu argent, ne soyons pas trop poujadistes, mais c'est quasiment 500 millions d'euros par an. Il faut dire que ça a été complété, ou en tout cas un autre allant a été donné avec le processus de Bologne, 97-98, qui rapprochait les systèmes d'études européens avec l'ambition d'atteindre, c'était il y a donc 20 ans, 20% d'étudiants en 2020. Nous y sommes presque. Il y en a à peu près 3% au maximum. Alors, faut-il parler d'échecs, comme les journalistes, ou de dysfonctionnements fâcheux, comme les universitaires qui ont tranché? D'échecs, c'est toujours facile de pointer effectivement les dysfonctionnements de ce type de programme, mais comme ça a été rappelé tout à l'heure, il est vrai que ce type de programme, comme d'autres, concerne essentiellement une élite sociale étudiante de toute manière, puisque les bourses Erasmus, aussi intéressantes qu'elles soient, ne permettent pas forcément d'assurer l'intégralité du financement d'un étudiant qui se déplace au sein de l'espace européen, et donc il est nécessaire d'avoir un apport financier personnel. Donc mécaniquement, là aussi, même s'il y a toujours des stratégies d'adaptation sur place, ça ne concerne de facto qu'une petite partie des étudiants européens, mais là encore, il faut replacer les choses sur le long terme. Et typiquement, quand le programme Erasmus a été lancé, d'ailleurs, le programme Erasmus n'est pas le premier programme européen pour les échanges étudiants. Ça a été précédé dans les 10 années des années 70 parce qu'on appelait je crois de mémoire, des joint programmes, enfin des programmes conjoints entre établissements qui permettaient ces premières circulations d'étudiants. Et ça a été même précédé encore dans les années, à partir des années 20 et des années 30, par des tentatives d'organiser l'espace européen selon des logiques qui permettaient d'organisation de l'année universitaire qui permettait ces circulations. Typiquement, par exemple, la semestrialisation des enseignements, c'est une forme aussi pour essayer de faire en sorte que les étudiants passent un semestre d'un pays à un autre, qui date pour le coup des années 20 et 30 dans le cas français. Donc si on replace les choses sur le temps long, c'est malgré tout un progrès très net. Ça permet quand même à beaucoup d'étudiants de faire l'expérience de l'international avec ce type de bourse. Après, il est évident qu'il y a beaucoup de voix qui se lèvent effectivement pour faire en sorte que cela concerne plus d'étudiants, pour faire en sorte aussi d'élargir aussi ces programmes de bourse à d'autres étudiants que simplement les étudiants proprement les anciens pays de la membre de la communauté économique européenne, parce que là aussi, si on regarde les chiffres, quels sont les étudiants qui bénéficient principalement de ce programme? C'est principalement les étudiants français, déjà, commencé. Ce sont 40 000, à peu près, je crois, de mémoire, des chiffres, quelque chose comme ça, 40 000 des étudiants Erasmus sont des étudiants français, suivis, je ne sais pas dans le désordre, mais ça va être les Allemands, les Italiens, les Espagnols, etc. Donc on voit bien que ceux aussi qui bénéficient du programme Erasmus sont principalement les ressortissants des pays fondateurs de l'Union européenne. Donc là même déjà, de façon intra-européenne, il y aura aussi des évolutions certainement à apporter à ce programme. Tout à l'heure, nous parlions des freins. Il faut dire un mot des cultures nationales, mais aussi des cultures d'établissement, qui sont des freins à ces mobilités étudiantes. Alors c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a tout un travail qui avait été fait sur l'harmonisation aussi des diplômes pour permettre effectivement qu'un diplôme puisse s'articuler avec un autre. Il y a tous des systèmes aussi d'équivalence qui existent depuis la fin du 19e siècle qui permettent à des étudiants d'obtenir des équivalences du bac ou de certains diplômes pour aller dans d'autres pays. Après effectivement il y a des cultures d'établissements différentes, il y a la question de la langue qui n'est pas anodine non plus dans la mobilité de ces étudiants, mais typiquement on se rend compte que il y a quand même une évolution qui va vers des similitudes malgré tout entre les cultures d'établissement, entre les différents établissements, ne serait-ce que parce que le programme Erasmus c'est un gros programme, mais ensuite quand on va localement sur les différents établissements, chaque établissement est en dialogue avec un autre établissement et parfois c'est vraiment de la fine couture pour essayer de permettre aux étudiants avec un accompagnement de s'adapter le plus facilement possible à tel ou tel établissement. Je voudrais en venir quand même à ce que tout le monde a en tête, à savoir le nerf de la mobilité, l'argent.
Et à cette espèce de contradiction apparente, vous faisiez allusion aux frais de scolarité. Pourquoi faudrait-il baisser les frais de scolarité pour des classes aisées qui ont les moyens de les payer, peut-on se dire, et c'est ce qui semble même avoir procédé à la logique d'augmentation, ce que voulait faire l'actuel gouvernement, des frais de scolarité, de façon que la France n'apparut pas comme au rabais par rapport à des gens qui ont les moyens de payer ça à leur progéniture. Or, j'imagine que ce n'est pas si simple, mais est-ce que vous pourriez, l'un et l'autre, réagir là-dessus? Peut-être d'abord vous. Je pense que la question de la hausse des frais d'inscription, elle n'est pas considérée simplement au regard de populations qui seraient plus ou moins touchées par cette hausse. Je pense que la hausse, elle renvoie surtout à un modèle d'enseignement supérieur et d'accès à l'enseignement supérieur et de diffusion de cet enseignement. La France a pour particularité non pas tant que les études soient accessibles et dans un certain nombre de cas gratuites, mais surtout d'avoir pour modèle un modèle universaliste d'enseignement auquel peut accéder le plus grand nombre. Et ce modèle universaliste est-il, pour être un peu polémique, fondé sur un ancien, toujours un peu présent par capillarité, modèle colonialiste? Dans une certaine mesure, oui. Et un certain nombre d'arguments qui sont avancés, auxquels je ne souscris pas du tout, c'est que les pauvres Africains vont être touchés davantage que les autres par cette hausse des frais d'inscription. Je ne pense pas qu'on doive considérer que s'il y a hausse des frais d'inscription, c'est le précaré français qui va d'abord être touché avant tous les autres. On doit considérer avant tout que si hausse des frais d'inscription est préjudiciable à certains étudiants, c'est évidemment les étudiants les moins aisés de quelque origine qu'ils soient, et non pas justement issus du précaré français ou qui seraient touchés par cette hausse des frais d'inscription et qui seraient finalement touchés plus que les autres. Là où, à mon avis, l'argument n'est pas recevable, c'est que sous couvert de condamner cette hausse des frais d'inscription, on retombe dans un certain paternalisme. Alors, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit de dire justement que si il y a cette hausse des frais d'inscription, à la fois, effectivement, ça va renforcer une sélectivité, on en parlait dès le début, une sélectivité sociale d'accès à l'enseignement supérieur, mais ça va aussi transformer complètement le modèle d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'à la fois cet enseignement va être moins accessible pour un certain nombre d'étudiants, d'une part, mais d'autre part, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont historiquement des passeurs entre les pays dans lesquels ils apprennent, en l'occurrence la France par exemple, mais d'autres pays étrangers, et puis les pays d'origine vers lesquels ils se retournent. Ces passeurs vont finir par disparaître. Et c'est là que, me semble-t-il, la hausse des frais d'inscription est à considérer avant toute chose. C'est qu'on va se priver finalement de passeurs, et ça va attenter, d'une part, évidemment, au fait que certains ont droit à l'enseignement supérieur et n'y auront plus droit ou moins demain, mais ça va attenter aussi à un certain nombre de phénomènes comme la possibilité pour des écoles de pensée d'être appropriées et diffusées par un certain nombre de passeurs, que sont justement les étudiants, quelle que soit leur origine sociale aujourd'hui. Et si on ne prend plus que des étudiants de classe aisée, on n'est pas sûr que les écoles de pensée qui aujourd'hui sont diffusées par tout passeur le soient encore autant demain. Si je peux me permettre juste de rebondir sur ce que vous venez de dire et sur la République universaliste, je mettrais quand même malgré tout une petite nuance, c'est-à-dire que la question de l'universalisme qui est adossée effectivement à cette idée de ce que Pierre Bourdieu appelait les impérialismes de l'universel, malgré tout reste aussi un discours. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi, pour une autre raison, qu'il y a en France une égalité entre, jusqu'ici, jusqu'à l'annonce et jusqu'à ce qu'un arrêté sorte, mais d'égalité d'inscription entre étudiants français et étudiants étrangers, c'est pour une raison qui est liée aussi à la compétition internationale. Jusqu'à la fin du 19e, et on a une date très précise, je l'avais évoqué dans ma thèse, c'est 1914. Compétition qui ne date pas d'aujourd'hui. Votre thèse montre à quel point au 19e déjà... Exactement. Jusqu'en 1914, on est dans une période effectivement de très forte concurrence, notamment avec les universités allemandes, qui attirent beaucoup des étudiants étrangers
l'étranger. Et il se trouve que la France fait le choix en 1914 d'établir cette égalité. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les étudiants étrangers qui venaient faire leurs études en France devaient s'acquitter à la fois des frais d'inscription pour le diplôme qu'ils allaient chercher. Par exemple, mettons un étudiant japonais qui vient chercher un diplôme de doctorat en droit, devait s'acquitter des frais d'inscription pour le doctorat en droit, mais il devait aussi s'acquitter de l'intégralité des frais d'inscription qu'il aurait eu à payer s'il avait fait ses études en France depuis le baccalauréat. Ce qui imaginait que donc un étudiant qui venait faire son droit, sa thèse de droit, devait s'acquitter des frais de baccalauréat, de licence, etc., etc. Et forcément, cette situation était préjudiciable à l'attractivité française par rapport à la Suisse, par rapport à l'Allemagne, et il a été décidé en 1914 donc d'y mettre fin et d'établir cette égalité. Mais on voit bien que cette égalité, après, elle a été sublimée par un discours universaliste et l'idée de la République généreuse, etc., qui touche au fondement finalement de ce que c'est que l'université, le partage des savoirs, mais elle est quand même adossée à une politique initiale qui était la compétition dans un monde libéral qui est celui de la fin du XIXe siècle. Et donc c'est assez paradoxal de voir qu'aujourd'hui c'est finalement plus ou moins quasiment les mêmes raisons dans un monde de compétition aussi libérale, mais qui pousse à une mesure qui va à l'inverse finalement de ce qui avait été décidé il y a on pourrait même préciser qu'il y a une sorte de contradiction, dans une sorte de double injonction. D'une part, une demande de coopération, et d'autre part, cette espèce de compétition infranationale et internationale. Mais je voudrais revenir à la question de l'augmentation avec vous, Lama Kapanji, parce que c'est intéressant, c'est comment le Nord se projette par rapport à l'image qu'il pourrait donner auprès du Sud. Du coup, on augmente en se disant ça va les attirer. Vous, sans vouloir vous assigner à résidence symbolique, mais vos travaux portent à la fois sur le Liban et je crois aussi le Sénégal. Et la France aussi. Et la France aussi. Mais j'ai envie de vous demander, vu du Sud, si j'ose dire, comment est perçue cette volonté d'augmenter les frais de scolarité ? Alors, juste avant de parler de ça, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur est-ce qu'on est toujours dans le modèle colonialiste et de rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. C'est que je pense qu'on ne peut pas ne pas lier les politiques mises en place pour attirer ou pas des étudiants étrangers et les sélectionner doivent être liées aux questions de relations internationales et de diplomatie. C'est-à-dire que dans les années, au moment des indépendances, la France était très intéressée à maintenir des liens avec ses anciennes colonies et dans ce contexte-là, avait également beaucoup mis en place de programmes pour faire venir les étudiants des pays africains, des pays du Maghreb, etc. J'ai l'impression que ce qui a changé avec ce plan, cette stratégie d'attractivité pour les étudiants internationaux qui s'appelle Bienvenue en France, que le gouvernement Macron veut mettre en place, c'est qu'en fait, on est dans un nouveau, on est dans une nouvelle étape de cette approche un peu colonialiste où, d'un côté, aujourd'hui, du point de vue diplomatique, on veut privilégier les étudiants qui viennent des pays émergents et développés. Pour ces étudiants-là, on veut leur fournir plus de possibilités pour venir étudier en France. Par contre, en ce qui concerne les pays africains ou les autres pays des anciennes colonies, on leur propose un nouveau modèle qui est la délocalisation de l'offre d'enseignement supérieur français dans leur pays d'origine. De cette façon-là, à la fois, la France se fait de l'argent puisque ce sont des formations payantes et en plus, elle empêche beaucoup de ces étudiants-là à devenir chez elle. Donc je dirais qu'on n'est pas tellement sorti de cette approche colonialiste, mais qu'on est dans une nouvelle phase. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez sur comment est perçu ce plan du point de vue des pays du Sud. Ben, je ne vois pas comment, à mon avis, ça ne peut être que perçu de cette façon-là. Ensuite, pour revenir aussi sur ce plan Bienvenue en France, je pense qu'une autre dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est pas, en fait, la hausse des frais de scolarité va encore plus loin dans la volonté de sélectionner le type d'étudiants qui viennent étudier en France. Mais elle s'inscrit totalement dans la continuité de la politique de l'immigration choisie, qui a été mise en place sous le gouvernement Sarkozy au début des années 2000, et qui avait pour objectif déjà de sélectionner les migrants selon notamment leurs qualifications et où étaient privilégiées les migrations de chercheurs et d'étudiants.
Mais déjà à l'époque, c'est pas tous les étudiants qu'on voulait faire venir en France. Donc cette sélectivité des mobilités étudiantes, elle a lieu depuis le début des années 2000 et elle se caractérise déjà par une reconfiguration des mobilités étudiantes vers la France. Cette reconfiguration se traduit par 3 principales choses. C'est que aujourd'hui, les étudiants étrangers sont de plus en plus orientés vers les formations payantes et sélectives en France, les grandes écoles, les classes préparatoires. On voit que entre 2005 et 2016, on est passé de 22% des étudiants étrangers inscrits dans d'autres types d'établissements que des universités à 29%. Et la progression, donc la plus grande progression, la plus rapide, ça a été pour les étudiants inscrits dans ce type de formation. Ensuite, on oriente de plus en plus les étudiants étrangers vers certaines disciplines, comme les sciences, l'économie, le droit, au détriment des lettres et des sciences sociales. Et ça, on le voit déjà quand on regarde les données du ministère de l'enseignement supérieur. La troisième chose qu'on voit également déjà, et que le plan Bienvenue en France va encore plus renforcer, c'est la sélection selon l'origine géographique des étudiants, où on essaye donc de réduire les flux en provenance d'Afrique et du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Mais quand on regarde les chiffres, on voit que c'est quand même difficile de changer radicalement des mobilités qui existent depuis très longtemps, qui sont implantées en France et qu'on ne peut pas changer comme ça à travers un plan de ce type-là, la géographie des mobilités étudiantes. On va s'arrêter sur cette synthèse en forme de réquisitoire ou ce réquisitoire synthétique. Juste une question. Dans les années 30, la France, je crois qu'ils étaient 30 000, était la première destination pour l'attractivité estudiantine, enfin, si j'ose dire. Aujourd'hui, c'est la 3e avec à peu près 4e désormais, avec à peu près donc 300 000. Vous vouliez peut-être dire un mot, ça servira de conclusion. Non, ce qui était intéressant avec ce qui a été dit, c'est qu'on voit bien que cette question des frais d'inscription, elle pose des questions totalement paradoxales. C'est-à-dire qu'à la fois, on observe une rupture très claire dans la façon de gérer la politique à l'égard des étudiants étrangers d'une part, rupture qui s'inscrit, comme je disais tout à l'heure, par rapport à une tradition historique française qui remonte avant la Première Guerre mondiale. Et en même temps, il y a des continuités intéressantes, c'est-à-dire l'imposition au monde universitaire et à la politique universitaire internationale en particulier, de logiques qui sont extérieures au monde universitaire, c'est-à-dire des logiques liées à la politique d'immigration, de logiques économiques ou de logiques diplomatiques. Et c'est quelque chose qui est une contradiction fondamentale de ce que j'ai appelé moi dans ma thèse la diplomatie universitaire, qui est en permanence, si j'ose dire, depuis un siècle, indexée sur des logiques qui lui sont extérieures. Et c'était déjà le cas dans les années 30 quand le Quai d'Orsay avait demandé au monde universitaire de rétablir les relations universitaires avec l'Allemagne, ce que ne voulaient pas les cadres universitaires de l'époque. C'était déjà le cas à cette même période avec le Quai d'Orsay qui développait déjà des ciblages en menant des bourses vis-à-vis de l'Europe centrale et orientale dans sa logique d'encerclement de l'Allemagne. C'est le cas aussi vis-à-vis des politiques des pays en décolonisation dans les années 60. Et c'est le cas aussi, on le voit bien d'ailleurs, sur cette mesure qui a été prise, donc qui exempte de droit d'inscription les étudiants européens et les étudiants aussi québécois. Là aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a une exemption juridique, tout simplement, qui fait que, depuis un arrêt rendu par la Cour de justice européenne dans les années 80, c'est une discrimination, jugée telle quelle par l'article 7 du traité de Rome, c'est une discrimination à l'égard des étudiants ressortissants des pays membres de la communauté européenne que de différencier ces étudiants européens, de la même façon qu'avec avec le Québec, c'est lié au rapport avec le Québec dans les années 60. Donc on voit bien qu'il y a des logiques juridiques, diplomatiques, d'immigration, etc., qui s'imposent systématiquement à cette politique universitaire internationale. Et quelque part, cette mesure qui a été annoncée, on verra si la mobilisation ou autre fait qu'elle ne sera pas prise, mais il y a peu de chances que ça ne se fasse pas, en tout cas, est vraiment dans une continuité historique de la désautonomisation, si j'ose dire, du monde universitaire dans sa capacité de gestion des relations avec l'étranger. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Nous avons vu que les étudiants et la population étudiante permettent de voir aussi la lutte. C'est une vieille lutte anthropologique, qu'il y a lutte entre les manants, parce que souvenez-vous de ce mot du Moyen-Âge qui vient du grec manere, du latin manere, rester, les manants, et
les semelles de vent, appelons cela comme ça, c'est poétique. Je tiens à vous remercier tous les trois, mais à remercier également celle qui nous a réunis, qui est la cheville intellectuelle de ces rencontres, Françoise Blum, du CHS, Centre d'études sociales du XXe siècle, pas encore XXIe siècle, abrité par Paris 1, et le CNRS. À bientôt pour un prochain volet de Présence du passé.